Chers amis, je sors de mon silence pour répondre à un article publié dans le magazine Causeur. Il a été écrit par Yanis Edziadi qui y fustige le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, dont je suis un ancien élève, et qui serait devenu visiblement le temple des valeurs maudites, le temple de la nullité moderne, où plus rien ne se passe, que les grands professeurs ont déserté et où les élèves, déjà nuls à leur entrée, en ressortiraient strictement inchangés. Alors bon, il ne vous surprendra pas que je m'oppose assez radicalement à la plupart des choses que cet article y décrit. Mais vous me direz, mais attends Richard, mais ça fait des mois que tu ne t'es pas présenté sur les réseaux, sur YouTube. Il y a tellement de vidéos encore que tu nous as promis, et alors pourquoi répondre à ce petit article-là de rien du tout, au fond que personne ou presque n'a lu? Alors, c'est vrai que les personnes qui, comme moi, sont liées de près ou de loin d'ailleurs au conservatoire, ont eu plusieurs manières d'y répondre. Certaines personnes se sont contentées de dire non mais après tout, Causeur, alors comme c'est Causeur, c'est l'extrême droite, c'est-à-dire le mal. Bon, si idiot soit cet article, je crois que cette dynamique serait plus imbécile encore, et ainsi c'est exactement ce que nous n'allons pas faire ici. La plupart des gens se sont contentés de ne rien dire, tout simplement, parce qu'il est vrai que quand même les arguments qui sont présentés ici, enfin les arguties plutôt, ne sont pas très originales. Ce sont des choses qu'on entend de temps en temps de la part des personnes qui ont besoin de se distinguer. Et à vrai dire, il n'y aurait pas grand-chose à répondre effectivement à la plupart de ces arguments-là, parce que c'est tout simplement faux et les faits sont différents de ce qui est décrit. Donc effectivement, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Mais il y a deux choses quand même. D'abord, parce que je sais que dans mon public, il y a quand même certaines personnes, parmi mes amis notamment, qui sont plus familiers, disons, du magazine Causeur que du conservatoire, et ainsi qui seraient tout simplement prêts à croire sur parole, naturellement, ce que Yanis Edziadi décrit. Et ainsi, je trouverais assez dommage quand même de ne pas proposer une différente version de cette affaire. Et puis, quand même si la plupart de ces arguments sont, bon, voilà, pas grand-chose à dire dessus, il y en a quand même sur lesquels je pense que je pourrais m'appuyer pour en faire ressortir, alors non pas une réflexion, cette vidéo ne sera pas une réflexion, enfin une vidéo, pardon, dans laquelle je vais vous parler de différents auteurs, de différents concepts, mais disons que je vais pouvoir en extraire des impressions, des constats, des observations, plus ou moins personnels, qui me serviront pour base justement à au moins 2 vidéos que je vous ai promis, mais il y a déjà des années de ça maintenant, parce que j'ai commencé cette chaîne à l'été 2022. Et alors la première, c'est la vidéo sur les codes artistiques. Pourquoi l'art s'articule-t-il toujours autour de codes qui changent au fur et à mesure des années, et pourquoi certains codes vieillissent-ils plus vite que d'autres, etc. Et puis la seconde vidéo, c'est celle des écoles d'art, parce que c'est quand même une grande question qui peut en intéresser plus d'un, notamment parmi les personnes les plus jeunes qui regardent cette vidéo. Quels sont les avantages à aller dans une école d'art? Quels sont les inconvénients, ou plutôt, je dirais peut-être les choses dont il faut se méfier quand on va dans une école? Peut-être est-ce que je donne une partie de ma liberté en échange d'une technique? C'est une question qui se pose assez souvent. Bref, toutes ces questions-là, je pense que cet article, pas très foisonnant, mais quand même assez je dirais, viril et véhément, pourrait nous aider à y voir un peu plus clair, ou en tout cas de commencer à poser des bases sur ce qui sera plus tard une réflexion. Alors, sans plus attendre, commençons. Alors d'abord, la thèse principale de Yanis Edziadi est que autrefois il y avait de grands professeurs et qui se donnaient à peu près tous pour mission, comme le disait Roger Ferdinand, directeur de 55 à 67, alors des années 1900, n'est-ce pas, donc le devoir de cette école était, je cite, de former des défenseurs éclatants du grand répertoire. Donc Roger Ferdinand disait, le conservatoire doit former des défenseurs éclatants du grand répertoire. Alors, à ceci, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le conservatoire a-t-il toujours la même mission?
Et avant d'y répondre par oui ou par non, ce qui sera quand même assez difficile, je vais faire un pas de côté et prendre une petite bouffée d'abstraction. Et ensuite, promis, on revient à Yanis Ediadi et quand même plus intéressant au conservatoire. Alors, dès qu'on est en âge de prendre des décisions, et surtout dès qu'on est en âge de travailler en groupe, on constate, et je suis sûr que vous avez déjà pu le constater, qu'il y a essentiellement deux dynamiques qui viennent entrer en contact, qui se mélangent, et c'est de ce frottement si particulier que naissent les décisions. Alors, la première, j'ai eu vraiment la bonne idée de tourner un jour où il y a quelque chose comme 80 bornes de vent. Voilà, des inconvénients de vivre en Bretagne, mais en même temps, c'est absolument génial d'avoir toute cette nature autour de moi. Bref, pardon, je divague un petit peu, mais c'est parce que je suis très heureux de revenir devant vous aujourd'hui. Je disais donc, deux dynamiques qui s'affrontent, et ceci, quelle que soit l'échelle du groupe d'ailleurs. C'est-à-dire que ce soit une petite équipe de travail, ou bien encore un atelier de création, une entreprise, que ce soit une PME ou une entreprise du CAC 40, que ce soit une nation, que ce soit une ville, bref, à toutes les échelles, il y a deux dynamiques qui s'affrontent. Et la première de ces dynamiques vient de la nécessité de protéger, puis de transmettre. De protéger, puis de transmettre. Encore une fois, à n'importe quelle échelle d'un groupe, au fil des années, on accumule des trésors. Alors que ce soit des trésors matériels ou bien des trésors immatériels, comme une façon particulière de communiquer, par exemple, des techniques, des façons de nous épanouir ensemble. À l'échelle d'un pays, en l'occurrence le nôtre, ce sera par exemple des façons de vivre ensemble avec des fêtes qu'il y aura entre nous. Ce sera des accords qu'on va passer ensemble pour construire une esthétique des paysages bretons, par exemple. Pourquoi est-ce que toutes les maisons sont pareilles? Comment est-ce qu'on sait au fond, dans un pays, à quel niveau de décibels est-ce qu'il est judicieux de parler? Selon les régions, selon les pays, ça ne va pas du tout être la même chose. Et c'est vrai que quand on passe d'une région à une autre, parfois on est un peu déstabilisé. Même la façon dont on se comporte, dont on se tient physiquement, la distance qu'on entretient avec les autres, pareil. Tout ce qui peut nous permettre en somme de nous sentir chez nous. Et à l'échelle d'une école de théâtre, comme le conservatoire, ça va être, je dirais, d'abord une technique vocale, peut-être comment bien utiliser son propre instrument, comment bien placer sa voix, comment gérer ses respirations. Ça va être comment prendre en charge les différentes théâtralités des auteurs qui ont fait l'histoire de notre pays et d'ailleurs des autres pays, puisqu'aujourd'hui on n'étudie pas que des auteurs français. Comment bien jouer du Shakespeare, par exemple. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention quand on dit des alexandrins. Comment dire des alexandrins disons, écrits par Racine, et qu'est-ce qui va les distinguer des alexandrins écrits 2 siècles plus tard par Hugo, ce genre de choses. En tout cas, je peux vous garantir qu'au conservatoire, et depuis sa création, et encore aujourd'hui, tout ceci est impeccablement protégé et impeccablement transmis. Que ce soit de la voix, de la dramaturgie, tout simplement de l'interprétation et même de l'incarnation, tout ceci, que ce soit avec des professeurs qui ont une tradition déjà du conservatoire pour y avoir été élèves eux-mêmes, que ce soit des professeurs invités qui vont nous initier par exemple à la méthode russe d'Anatoly Vassiliev, que ce soit des professeurs de masque, de clown, que ce soit des professeurs de chant lyrique, de chant moderne, de respiration diaphragmatique, tout ceci est impeccablement protégé et transmis. Autant dire, tout ceci est impeccablement conservé. Alors j'utilise ce mot à dessein. Et je trouve que ce n'est pas anodin, par exemple, si dans un musée, c'est-à-dire l'endroit où tous les trésors du monde, des bijoux de connaissances artistiques, de reliques, de travail acharné de nos ancêtres, qu'il faut donc protéger et transmettre, la personne qui a la charge si importante de protéger et de transmettre tous ces trésors, eh bien, on l'appelle le conservateur. Et effectivement, on pourrait dire que en dehors des musées, dans la réalité, dans le monde concret, et notamment en politique, les gens qui, disons, auront plutôt à cœur de protéger ces trésors,
on les appellera aussi des conservateurs. Et la deuxième dynamique vient du constat que dans un monde qui est sans cesse en mouvement, qui n'a de cesse de se métamorphoser, et notamment aujourd'hui qu'il se métamorphose à une vitesse grand V, avec les nouvelles technologies, avec en quelque sorte un rapport à la frontière, au lointain qui n'est plus du tout le même, où tout paraît un peu plus proche, eh bien, on se rend compte que dès qu'on arrête de bouger, et même si on pensait avoir trouvé la bonne place à un instant T, ah oui, là, on a pris la bonne décision, donc la place qu'on occupe est la bonne, eh bien, puisque le monde, lui, n'a de cesse d'avancer, dès qu'on s'arrête, on n'est déjà plus au bon endroit. Et donc, il faut être constamment en mouvement, ce qui permet au passage eh bien, de trouver, comme je disais, de trouver et ainsi d'accumuler ces fameux trésors. Donc, tout à l'heure, je parlais du bonheur de vivre dans et grâce à la culture française. Alors, il est évident que si cette culture, à un moment donné, se satisfaisait d'elle-même et cessait d'évoluer à un moment ou à un autre, eh ben, elle cesserait d'exister puisqu'elle ne remplirait plus sa mission, qui est de nous aider à bien vivre ensemble. Voilà. Et donc, ce mouvement perpétuel, on l'appelle le progrès. Et les personnes qui se donnent pour priorité de participer à ce mouvement, qui pensent que c'est la priorité, eh bien, on les appellerait plutôt les progressistes. Alors évidemment, personne n'est ni complètement conservateur ni complètement progressiste, ce serait même assez malheureux d'être à l'un ou l'autre de ces deux extrêmes. Alors d'un côté parce que on pourrait être... Attends, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. D'abord parce que d'un côté, on pourrait être conservateur au point d'en devenir réactionnaire, c'est-à-dire devenir averse au changement à un point où on ne voit plus le réel, mais disons une peinture, souvent d'ailleurs très stylisée, qui ne représenterait plus ainsi le réel, mais plutôt ce que le réel a été. Et d'un autre côté, on peut devenir progressiste au point d'en être révolutionnaire, au sens péjoratif de ce terme d'ailleurs, si sens péjoratif il y a. Ça y est, la vidéo commence déjà à partir en cacahuète. C'est-à-dire à un point où on ne voit plus le réel, mais une représentation chimérique de ce qu'on voudrait qu'il soit, au risque d'éliminer de cette peinture les trésors, tous ces liens pourtant si chéris, si méticuleusement tissés au fil des âges, et pour nous, par les hommes et les femmes qui nous ont précédés. Voilà. Donc revenons au conservatoire. Je disais qu'au conservatoire, pas de panique, tout, comme on disait, donc former des défenseurs éclatants du grand répertoire. Le grand répertoire est admirablement protégé et admirablement transmis. S'il y a bien quelque chose dont les élèves sortant du conservatoire sont des experts, c'est bien le répertoire. Donc, quand M. Ezziadi nous dit que cela n'est plus le cas, il suffit tout simplement de venir. Et d'ailleurs, comme le souligne déjà dans son message de réponse André Markovitch, immense traducteur qui est d'ailleurs professeur au conservatoire, il n'y a qu'à visionner des images d'archives du conservatoire au XXe siècle pour s'apercevoir que des erreurs dans l'alexandrin, par exemple, il y en avait, et il y en avait ô combien. Aujourd'hui ne fait pas exception. D'ailleurs, petite observation au passage, il y a aujourd'hui au concours d'entrée du conservatoire presque 10 fois plus de candidats qu'à l'époque où Roger Ferdinand y était directeur. Et donc, par la simple loi des statistiques, ce qui d'ailleurs est corroboré par la plupart des anciens élèves du conservatoire qui reviennent par exemple y intervenir en mettant en scène des ateliers d'élèves, eh bien, le niveau d'aujourd'hui est meilleur que celui qu'il a été. Alors, meilleur en tout, je ne sais pas, nous verrons cela dans un instant, mais en tout cas, dire que le niveau aujourd'hui s'est effondré, cela n'a tout simplement pas de sens. Mais au fond, il y a quand même une deuxième question corollaire, et qui est le conservatoire aujourd'hui pourrait-il donc être meilleur qu'il ne l'est? Alors d'abord, je vais dire que comme n'importe quelle institution, comme n'importe quelle structure, il y a des choses qui vont bien, j'en ai parlé, j'en reparlerai, et évidemment il y a aussi des problèmes. Alors, sans entrer dans les détails, lorsque j'y étais, alors je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas, parce que évidemment ça fait quand même quelques années, mais admettons, donc je parle au mieux pour ma promotion, mais au fond je parle pour moi.
Si ça se trouve, je ne représente pas du tout les autres élèves du conservatoire, donc que personne ne m'en veuille d'avoir dit ça. Vous allez avoir d'autres motifs de m'en vouloir un petit peu plus tard. Donc pour moi, le principal reproche qui était adressé à la direction par les élèves était, allez, je vais employer un très grand mot, mais le laxisme qu'il y avait peut-être instillé par la direction, en tout cas qui refusait une certaine forme d'autorité. Quand je dis une certaine forme d'autorité, c'est une forme d'autorité, disons, verticale, plongeante, dont le conservatoire avait la tradition. Et au fond, pour des motifs qui se comprennent, mais nous-mêmes, élèves, voulions désespérément plus d'autorité, plus de verticalité. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu de cesse de faire remonter tout au long de notre cursus, et surtout quand nous étions en première année. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand nous avons eu en deuxième année un stage avec Madame Ariane Mouchkine, et nous avons tous été absolument épatés et avons retenu de ce stage des techniques et des souvenirs tout simplement ineffables, parce que c'est à peu près la seule fois de notre parcours que nous avons été mis face à face avec une pédagogue, alors d'abord de très grand talent, et qui ne prenait pas de pincettes avec nous, qui avait énormément d'autorité, qui avait un aval sur nous qui était parfois même un peu écrasant, mais qui en l'occurrence nous a paru nécessaire pour nous enseigner encore mieux et encore plus vite, en quelque sorte. Alors je ne dis pas que personne n'avait d'autorité, au contraire, tous les professeurs au conservatoire sont d'immenses professeurs. Je n'ai eu que de bons professeurs au conservatoire et leur enseignement m'a énormément appris. Ce que je veux dire, c'est que encore aujourd'hui, lorsque, avec des amis et anciens camarades, on se remémore nos années conservatoires, on revient sur ce relâchement qu'il y avait et dont on se dit que, surtout en première année, eh bien, s'il n'était pas là, s'il y avait plus d'autorité, plus de verticalité, nous aurions peut-être aller un peu plus loin dans certains enseignements spécialisés. Voilà. Au passage, je ne suis pas sûr que ce problème soit tout à fait afférent au conservatoire. Je crois que c'est un problème de niveau national et même au-delà. Mais bref, si M. Edzadi pense que, comme il l'écrit d'ailleurs ailleurs, au conservatoire de musique par exemple, c'est différent, permettez-moi de vous dire que c'est tout simplement faux. Bon. Alors, je laisse là cette question parce qu'au fond, je n'ai pas grand-chose à dire de plus et que ce n'est pas très intéressant de parler de tout ça et qu'il y a une autre question qui est plus passionnante, qui est donc celle des codes. La transformation qui, mais depuis longtemps déjà, est en œuvre au conservatoire, tout en continuant à défendre et conserver le grand répertoire, est en symbiose avec ce qu'on appellera concrètement, j'y reviendrai tout à l'heure, le monde du travail. Bref, oui, il y a quelques points sur lesquels fatalement la diversité de profils amène peut-être une moins grande vitesse dans l'apprentissage des choses, avec des références culturelles, artistiques, des rapports au travail qui ne sont pas les mêmes. Mais sur tant d'autres, les décennies passées avaient aussi leurs propres lacunes, notamment sur le travail du corps. Que ce soit la danse, la simple expression physique, voire la perméabilité qu'il y a aujourd'hui avec le monde du cirque, le développement de la créativité, ceci en encourageant les cartes blanches des élèves, la responsabilisation de ceux-ci, avec voilà, les ateliers qu'ils prennent en charge eux-mêmes, avec le jeu devant la caméra, j'en ai parlé tout à l'heure, le masque, le clown, etc. Mais tant d'autres choses qu'une diversification des profils a su faire fructifier. Ainsi, sommes-nous plus polyvalents aujourd'hui à la sortie du conservatoire que ne l'étaient nos aînés qui étaient non moins bons, évidemment? Là encore, ça crève les yeux. Le théâtre est différent aujourd'hui. Et quand je dis il est différent aujourd'hui, il est différent de ce qu'il était hier, il est différent de ce qu'il était il y a 10 ans, il y a 100 ans, évidemment. Aujourd'hui, il est peut-être un peu plus une rencontre syncrétique envers différents arts, entre différents arts de la scène, et puis la littérature, et puis la musique. Il devient plus spectaculaire, et je dirais même
qu'aujourd'hui, la France, tout simplement, rattrape un retard qu'elle avait pris, quand même, disons-le, sur l'Angleterre et puis surtout sur l'Allemagne. Alors, un autre nom qui est jeté sur le papier pour appuyer cette idée selon laquelle le conservatoire aurait complètement chuté, eh bien, c'est celui de Daniel Mesguich. Alors, je ne suis pas tout à fait certain que Daniel Mesguich lui-même serait très content d'être endossé de cette façon, mais enfin, imaginons. Alors, quelques mots juste pour rappeler l'affaire évoquée dans le fameux article. Donc, en 2013, suite à l'envoi au ministère de la Culture d'une lettre écrite par les élèves du conservatoire, son directeur d'alors, Daniel Mesguich, est renvoyé. Alors, je n'en dirai pas plus parce que d'abord, je n'y étais pas, et que, enfin, d'ailleurs pas plus que M. Edziadi, et que pour ce genre d'affaires, au fond, on ne peut s'appuyer que sur des on-dit, ce n'est quand même pas très rigoureux, et aussi parce que j'ai une forme d'admiration pour Daniel Mesguich. Alors, je pense que cette affaire a essentiellement éclaté d'un regrettable manque de communication, et dont je note quand même au passage que contrairement à ce que dit l'article, et selon le témoignage de professionnels qui ont vécu ce moment, il n'est pas du tout imputable aux seuls élèves. Mais parce que, attends, qu'est-ce que dit l'article déjà? Il dit, pardon, je cherche, il dit, voilà, que Daniel Mesguich s'est fait renvoyer par les élèves parce qu'il était trop tradit, pas assez branché. Bon, excusez-moi. J'ai commencé la vidéo en parlant de cette mission de conservation du conservatoire, comme l'indique d'ailleurs son nom. Est-ce que c'est la seule mission de cette école? Non. Alors, j'ai comme une intuition que les lecteurs habituels du magazine Causeur ne sont pas des turiféraires de la dépense publique et qu'en matière d'enseignement supérieur, ils soutiendront volontiers qu'une école, et à plus forte raison un établissement public, doit d'abord répondre à sa vocation essentielle, qui est de permettre à de jeunes gens méritants d'exercer un métier. Voilà. Ainsi, surtout en tant que le conservatoire est l'un des grands noms de l'enseignement public, sa mission secondaire, qui est tout aussi importante que sa mission de conservation, est donc de permettre aux élèves d'intégrer le monde du travail. Autant dire que les élèves deviennent des professionnels actifs. Le reproche essentiel qui était adressé donc à la direction du conservatoire par les élèves en 2013 était l'inadéquation des enseignements avec la réalité de la profession. Alors, qu'elle soit exercée d'ailleurs au théâtre ou de plus en plus au cinéma, à la télévision, dans les studios de doublage, bref, dans tous les secteurs qui ont besoin d'acteurs. Comme tout métier, celui d'acteur évolue, et de la même manière, on va dire, qu'un élève officier à Saint-Cyr disons, ne reçoit pas le même enseignement aujourd'hui qu'il y a un siècle, de même au conservatoire, sans pour autant renier les traditions ni les savoir-faire acquis au fil des années, mais dans le souci de s'adapter aux réalités du terrain, eh bien, nous n'apprenons pas notre métier de la même manière non plus, et nous avons d'autres choses, d'autres savoirs, d'autres savoir-faire à y acquérir. Aujourd'hui, le besoin d'acteurs est de plus en plus grand sur les plateaux de tournage, c'est un grand paramètre qu'il faut prendre en compte quand on dessine une pédagogie. Mais même si nous restions sur le théâtre, alors à longueur de ligne, M. Edziadi dit qu'on ne sait plus dire d'alexandrin. Il dit exactement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, je ne connais pas un acteur de moins de 40 ans possédant la technique et le savoir-faire nécessaire, et le savoir nécessaire pour jouer la tragédie en alexandrin. Bon, alors c'est évidemment de la mauvaise foi. Je ne sais pas quoi répondre de plus. Enfin, il suffit de regarder les choses, quoi. Il suffit d'aller au théâtre. C'est évidemment ignorer qu'on ne disait pas l'alexandrin, donc de la même façon à l'époque d'Edmond Rostand qu'à l'époque de Corneille, qu'on ne le dit pas aujourd'hui comme on le dira en 2050. Mais c'est évidemment de l'aveuglement. Enfin, c'est ne pas voir tous les talents inouïs qui font vivre le théâtre, d'ailleurs non seulement dans les grandes villes, mais au plus près des populations. Et il faut avoir vécu le soulier de satin au Nouveau Théâtre Populaire sous un ciel éclaté d'une nuit de fin de mois d'août dans un tout petit village angevin, et puis constater
incrédules que la parole, pourtant si exigeante de Paul Claudel, peut entrer aux vibrations jusqu'aux viscères avec des familles dont c'est pourtant la seule sortie théâtre de l'année. Et ceci grâce aux sémillants interprètes qui portent cette parole, tous sortis du conservatoire dans les années 2010. Étrange. Alors un autre argument qui est cité, bon là je vais commencer à les citer à l'appel, n'est-ce pas, ne m'en veuillez pas, mais c'est juste parce qu'il fait extrêmement froid en fait, et je croyais que ce cardigan était beaucoup plus chaud qu'il ne l'est en fait. Alors, oui, c'est ça. Alors, cet argument selon lequel les élèves aujourd'hui en ressortiraient privés de culture théâtrale, de culture littéraire, bref, seraient de parfaits ahuris et seraient ignares. Bon, alors, c'est faux. Il n'y a pas d'autre argument, c'est faux. Comme toujours, il y a des élèves qui sont immensément cultivés, d'autres qui le sont moins. Ça a toujours été le cas. Allez juste discuter 2 minutes avec un ancien élève du conservatoire qui y a été pendant les années 70, dans les années 80, pour vous apercevoir que, là encore, il y a des gens qui sont de vrais érudits et d'autres qui se sont contentés de faire leur métier d'interprète, je dirais. Bah oui, non, en vérité, je n'ai pas d'autres arguments. En vrai, il suffit de regarder une interview de Juliette Binoche pour s'apercevoir qu'il n'est pas nécessaire d'être érudit ni d'avoir un foisonnement neuronal très intense pour être... C'était méchant, non? Oui, c'était méchant. Excusez-moi, Madame Binoche, je vous prie de me pardonner, je vous admire en tant qu'actrice. Enfin bref, voilà, on en reste là pour cet argument parce que tout simplement c'est faux. Alors, ah oui, alors là, pour le coup, on va entrer sur un argumentaire qui va fâcher, mais des deux côtés, ceux de mes amis qui sont du côté de Causeur et ceux qui sont du côté du conservatoire. Alors, aussi, l'un des principaux reproches faits par Yanis Edziadi, et notamment à l'ancienne directrice Claire Landarcueil, est que ce serait devenu le théâtre de la déconstruction avec un certain nombre d'obsessions politiques. Je dois vous avouer que quand je suis entré au conservatoire, ça m'a fait un peu peur aussi. Et il est tout aussi vrai que malgré la très grande affection que je porte pour Claire Landarcueil, que je considère même, j'irais jusqu'à dire une amie, je dois dire que sur un plan politique, j'ai quand même un très grand nombre de désaccords avec elle, mais j'ai assez vite compris que malgré les craintes que j'avais, tout ceci n'allait jamais entraver la démarche artistique. Ce que dit Yanis Edziadi est que il n'a jamais entendu parler Claire Landarcueil d'art, mais que de mouvements politiques à la mode. Ça pour le coup c'est faux. C'est absolument faux. Claire Landarcueil est une très grande actrice qui a su fédérer de très grands artistes de la même façon. Et s'il y a bien un endroit où l'art foisonne, où nous avons pu explorer ce monde concret, ce Lebenswelt dont nous parlions dans notre vidéo sur Kundera, c'est bel et bien le conservatoire. J'entends déjà les détracteurs dire oui, mais du coup ça forme à jouer un théâtre politique. Alors c'est tout simplement faux aussi. Les créations à proprement parler politiques portées par des anciens du conservatoire sont vraiment une infime minorité. Et alors les détracteurs, nos détracteurs vont dire oui mais ça existe et c'est pour véhiculer des idées qui sont toujours les mêmes. Et là encore, je vous concède que c'est aussi mon avis. Mais où est-ce qu'il veut en venir au fond? C'est aussi mon avis. Ah bon sang, pardon. Je vais le tenir comme ça parce que voilà. Bref, je disais, c'est une facette du monde du théâtre qui m'agace, sans doute parce que je me sais en désaccord sur un grand nombre de sujets avec la plupart de mes camarades. Je ne partage probablement pas les mêmes idéaux, je ne partage probablement pas le même récit du monde. Mais dans ce cas, que faire? Se plaindre? Écrire des articles dans Causeur? Peut-être que je le ferai un jour. Mais ou bien créer, faire de l'art, partager notre amour pour le théâtre, pour l'art, en trouvant de nouvelles façons de raconter le monde. Si c'est cette dernière solution qui vous paraît la plus pertinente, comme à moi, alors il est évident qu'il faut se former. Et pas dans des structures politiques, mais dans les meilleures institutions.
au fond, pourquoi, après tant d'irritation, de désaccords, je me trouve encore dans la course? Voilà. Oui, quand je tombe quotidiennement sur des sorties de mes camarades sur les réseaux sociaux, ou pire, de temps en temps en interview, mais j'ai plus envie de les retrouver sur un ring de boxe à main nue que sur une scène de théâtre. Mais enfin, ça ne me dure jamais longtemps parce que, avec les anciens élèves du conservatoire, et d'ailleurs avec les élèves tout court du conservatoire, parce que cette ambiance naît là-bas, il y a une camaraderie, une bienveillance que je n'ai au fond retrouvé à peu près nulle part ailleurs. Au conservatoire même, la direction, le personnel technique, le personnel administratif, les professeurs et les élèves font corps. Ils font corps et travaillent ensemble, très dur, pour continuer à marcher sur cette longue route du théâtre que, après tout, les Français et la France a commencé à arpenter il y a si longtemps, et ainsi continuer à trouver sur ce chemin de nouveaux trésors, des connaissances inédites. Et c'est aussi la raison pour laquelle, voilà, quand je lis ensuite M. Edziadi qui écrit sur mes camarades d'une autre promotion qu'ils sont un ramassis de jeunes acteurs ineptes qui s'agitent dans tous les sens anarchiquement. Non mais là, ça me donne envie tout simplement de recourir à des méthodes médiévales pour faire face à l'affront et à l'injustice. Mais bon, ensuite, assez vite, je me souviens quand même que tous ces camarades qui sont décriés là dans cet article peuvent compter sur un allié puissant et précieux qui, hélas, ne visite pas toutes les âmes de ce monde et qui s'appelle le talent. Ah oui, pardon, j'ai oublié d'évoquer cet argument un peu plus tôt, parce que c'est l'un des premiers d'ailleurs qu'il écrit. Mais bon, c'est la question des professeurs. Parce que attendez, j'essaie de retrouver exactement là où il veut en venir. Oui, voilà, c'est dans les premières lignes. Voilà, bon, en gros, il dit que voilà, autrefois, les professeurs du conservatoire étaient en majeure partie d'éminents maîtres de l'art dramatique. Voilà, il cite Sarah Bernhardt et tout. Bon. Alors, comment dire? D'abord, je ne suis pas tout à fait sûr qu'un bon professeur soit un professeur célèbre. Et puis aussi, le théâtre a toujours été épargné par le vedettariat. Même les plus éminents professionnels ne sont pas connus du grand public, à moins qu'ils aient fait du cinéma. Yanis Edziadi cite des gens parmi les grands professeurs de jadis, Talma, Paul Mounet, Jean Yonel, Béatrix Dussane, Jean-Louis Barrault, Louis Seigné, Madeleine Marie. Mais ça, alors évidemment que pour quelqu'un qui est dans le théâtre, ce sont d'immenses noms, et nous rendons hommage à ces noms et à ces personnes qui ont fait le théâtre, notamment le théâtre français pendant si longtemps. Mais en dehors du monde du théâtre, mais qui les connaît? Et ensuite, les professeurs, les professeurs actuels qu'il cite, donc Ada Ben Diop, Valérie Dréville, Nada Strankar, Valérie Blanchon, mais il est évident que ce sont aussi des professionnels du théâtre qui sont tout aussi reconnus aujourd'hui dans le petit monde du théâtre. Ah oui, il cite aussi Michel Faux. Alors, monsieur Edziadi, alors je sais que vous avez une relation privilégiée avec ce dernier, mais je vais vous raconter une petite anecdote qui n'a rien à voir avec Michel Faux, hein, mais c'est juste parce que ça me fait penser. Et il m'a été raconté par 3 différents élèves, anciens élèves du conservatoire, qui ne s'étaient pourtant pas concertés. Alors, ça parle de l'un des plus éminents professeurs du conservatoire au XXe siècle, Michel Bouquet, qui était également l'un des très très grands hommes de théâtre du siècle dernier. De l'aveu de tous les anciens élèves qui ont étudié dans sa classe pendant les premières années de son enseignement, j'allais dire apostolat, des formations catholiques. Je disais donc, les premières années d'enseignement de Michel Bouquet étaient catastrophiques. À la fin de sa première année, au dernier cours, il a dit à ses élèves « Je vous présente mes excuses, je ne vous ai rien transmis. » C'est très fort, hein, je vous présente mes excuses, je ne vous ai rien transmis. Il n'y arrivait pas. Alors, il a tout de même été reconduit, il a persévéré, et en quelques années, il est devenu, en plus d'être l'immense acteur qu'il était déjà, eh bien, il est devenu l'immense pédagogue qui a formé avec brio les meilleurs acteurs de cette fin du XXe siècle. Tout ça pour vous dire que la qualité d'un enseignement relève de paramètres
tellement plus nombreux que la seule stature, le seul talent d'acteur. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet article. Alors je ne savais pas que M. Edziadi avait déjà écrit dans Causeur sur la comédie française, ayant craché sur la comédie française selon ses propres termes. Bon, peut-être que ça vient d'une vieille rancœur. Surtout le concours du conservatoire est extrêmement ardu, n'est-ce pas? 2000 candidats pour 30 places, ce n'est nullement une honte, M. Edziadi, d'y avoir échoué. Tout ça pour dire que je suis quand même assez peiné de cette fracture qu'il y a entre ceux de mes amis qui aiment bien lire Causeur, et je dois dire que de temps en temps, il y a des intervenants dedans que j'aime bien lire aussi, alors pas tous, c'est vrai que sur certains sujets je trouve quand même que, bon voilà, mais s'il y a des gens à la rédaction de Causeur qui nous regardent, bah, sachez que je n'ai absolument rien contre vous, puisqu'il y a des gens qui écrivent dans votre magazine que j'estime et même que j'admire beaucoup. Mais bref, je serais assez chagriné que les lecteurs pensent que le conservatoire est vraiment devenu ce que Yanis Edziadi décrit. Et ainsi, je voudrais juste inviter les personnes qui voudraient en savoir plus et constater de leurs propres yeux qui a raison, ou bien Yanis Edziadi ou Richard Le Gall, à venir au conservatoire assister à des ateliers d'élèves. Alors les ateliers d'élèves, c'est des élèves essentiellement de 3e année et aussi sur certains spectacles de 2e année qui jouent soit généralement dans le théâtre du conservatoire, un très grand et beau théâtre à l'italienne. C'est notamment là qu'a été créée la Symphonie Fantastique, parce que Berlioz était directeur du conservatoire quand la musique et le théâtre étaient encore un seul et même conservatoire, ou bien dans la salle Jouvet, immense salle avec un lambris inscrit au patrimoine, une grande fierté de l'art dramatique français. Ces ateliers d'élèves sont des spectacles gratuits, ce sont des spectacles de qualité. Alors il faut aussi venir évidemment dans la perspective de voir un travail d'élèves, c'est-à-dire de gens qui sont en train d'apprendre leur métier, n'est-ce pas? Mais je pense que vous vous rendrez compte assez rapidement que ce qui y est pratiqué est réjouissant, ça fait partie de ce qu'on pourrait, snobement parlant, appeler le sommet de l'art dramatique, et que plutôt que de créer une fracture entre un certain récit du monde et les institutions, et notamment les institutions publiques en France actuellement, je trouve que si on n'est pas d'accord avec ce qui est pratiqué dans ou par ces institutions, eh ben, il serait peut-être plus judicieux d'y aller, d'initier un dialogue, de prendre en charge cette différence pour ensemble construire la France d'aujourd'hui et de demain, ceci par ce mouvement perpétuel qu'on appelle le progrès, et tout en protégeant et en veillant à transmettre tous ces acquis qui, depuis le 5e siècle, font ce qu'on appelle la France. Oui, j'avais oublié de vous dire, la fin de l'article est la suivante. Après la suppression du concours de sortie, je propose donc un pas de plus, supprimer le conservatoire. Il n'y a plus rien à conserver, rideau. Alors, on a vu qu'il y avait des choses à conserver, ne serait-ce que parce que si on est conservateur, il y a toujours des choses à conserver. Et moi, plutôt que de détruire, toujours détruire, moi je préfère construire. Alors, voilà ce que je dis, plutôt que de détruire le conservatoire. Amis lecteurs de Causeur, amis du conservatoire, ou d'ailleurs amis théâtreux en général, faisons la paix et construisons ensemble. Hein? Tchuss!